Bonjour à tous, bienvenue sur Israël Torah. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle rubrique, nous ouvrons une nouvelle série et grâce à Dieu, on va essayer de vous faire découvrir un personnage extraordinaire, un grand parmi les grands. C'est le but de cette chaîne, de nous faire dévoiler plein d'enseignements de la Torah et plein d'enseignements d'une Torah diverse et riche. Car vous imaginez bien que si on veut comprendre l'étendue du dévoilement de Dieu, eh bien on ne peut pas se contenter simplement d'un enseignement. On a besoin d'énormément d'enseignements. D'ailleurs, celui qui dit cela, c'est le maître de celui que nous allons aborder aujourd'hui. Il s'appelait le Natsif de Volojine. Le Natsif de Volojine disait « Yehi beitra beit vad lachachamim » que ta maison soit une maison de rencontre des rabbins. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire rentrer tous les rabbins à la maison ? Il disait, bon alors si tu peux, très bien, si tu as un grand salon, pourquoi pas, mais sinon, dans ta bibliothèque. Dans ta bibliothèque, ramène des livres de tous les rabbins possibles et imaginables, de toutes les tendances possibles, comme ça, c'est un véritable enrichissement. Aujourd'hui, nous ouvrons une série sur un personnage extraordinaire. Et vous savez quoi ? Avant de vous le présenter, je dirais la chose suivante. Il semblerait que dès sa naissance, c'était quelqu'un qui avait pour rôle de réunir. Pour rôle d'être capable d'englober tout le monde. Pourquoi je vous dis ça ? Vous le savez, à la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une énorme dispute dans le monde de la Torah, dans le monde juif, particulièrement en Europe de l'Est, sur ce qui était l'enseignement, on va dire, traditionnel de la Torah et la chassidoute qui venait de voir le jour. Entre les élèves donc du Baal Shem Tov d'un côté et les élèves du Gaon de Vilna de l'autre. Et ça a donné les chassidim face aux mitnagdim, les anti-chassidim. Et il y a une véritable guerre. Des fois même, ça a été jusqu'à des dénonciations, jusqu'à on va envoyer un tel en prison, et ainsi de suite. Vous imaginez, à cette époque-là, quand on était fan de cela, eh bien, on n'était pas fan de cela. Le personnage dont nous voulons aborder aujourd'hui sa Torah, eh bien, c'est un homme qui a grandi dans le monde litaï de la Lituanie, dans le monde de ses mitnagdim. Son père était un des rabbins de cette école de mitnagdim. Et pourtant, sa mère venait d'une famille de Chabad, une famille des chassidim de Lubavitch. On raconte même que la kippa de notre rabbin, dont nous allons évoquer la grandeur et l'enseignement, sa kippa était faite d'un morceau de l'habit du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad. Tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un qui, dès sa naissance, avait pour objectif de réunir ces deux mondes que tout opposait, mais qui en fait étaient deux faces d'une même pièce pour dévoiler la Torah. Cet homme, eh bien, il s'appelle le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Nous ouvrons aujourd'hui notre série sur le Rav Kook. Mais qui est le Rav Kook ? Est-ce qu'on le connaît ? Est-ce qu'on connaît son enseignement ? Pas très peu. Alors, l'objectif, c'est qu'on dévoile un petit peu celui qui a été le premier grand rabbin de Eretz Israël. On parle avant la création de l'État d'Israël. Il a été le premier grand rabbin de cette résurrection du peuple juif. Le Rav Kook est né là-bas, loin, dans l'Empire russe, en Lituanie. Il vient de ces régions froides. Il a grandi dans une petite ville. Comme je l'ai dit, son père était un des rabbins, le Rav Shlomo Zalman Kook, un des rabbins de mouvement Mitnagdim. Bon, très bien, il a grandi, et puis très rapidement, il a été assermenté rabbin avant ses 20 ans. À 19 ans, il est devenu rabbin de la ville de Zimel, petite ville, sympathique. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, vous savez, dans le judaïsme, on n'est pas des sages. Dans le judaïsme, on est des talmidei chachamim, des élèves de sages. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir pas seulement qu'il est devenu rabbin, mais qui a été son maître qui lui a reconnu la grandeur pour devenir rabbin. Eh bien, c'est pas un petit joueur. Eh oui, le Rav qui a donné la smicha au Rav Kook n'est autre que Rav Yechiel Michal Epstein, Baal HaAruch HaShulchan, un des plus grands maîtres de la halacha de ces dernières générations. Et donc c'est lui qui, avant même ses 20 ans, va voir en ce petit Avraham Yitzhak le futur Rav Kook qu'il va devenir. Et donc il devient rabbin. Et dans ses premiers temps, d'abord il se fait les dents, si on veut, sur sa petite ville de Zimel, et ensuite il va devenir rabbin d'une plus grande ville, un petit peu plus grande, à Biosk, et là-bas il va commencer à écrire. Des livres qui sont, petits, un commentaire de la Torah, un commentaire du Talmud, vite fait. Il a écrit un commentaire de la Torah qui s'appelle Midbar Shur. Il écrit un commentaire, en fait pas de tout le Talmud pour le moment, mais des Haggadot. Il explique les Haggadot, particulièrement les histoires, particulièrement du traité de Shabbat et du traité de Brachot, dans des livres qui vont s'appeler Enaya.
Et puis à un moment donné, arrive le moment tant attendu. Car le Rav Kook, depuis qu'il était capable de marcher, il voulait aller à un endroit. On raconte comme ça, que comme tous les enfants, il jouait avec ses copains dans la cour du Cheder. Lorsqu'il y avait une petite afsaka, une petite pause entre une étude de Gemara et une autre, il jouait dans la cour. Et on raconte que le Rav Kook avait l'habitude de prendre un baluchon et de dire à tous ses amis « Allez, on y va !» Et tout le monde lui répondait en chœur « Mais on va où ?» Et il répondait « En Eretz Israël ». Dès sa plus tendre enfance, il rêvait de pouvoir venir en Israël. Il était bercé par les enseignements du Gaon de Vilna, par les enseignements du Baal Shem Tov, et par cette volonté que chacun ont envoyé leurs élèves en Israël. Il s'est dit un jour, moi aussi, je passerai le pas. Et voilà que c'est arrivé. C'est arrivé. Alors que le Rav Kook naît en 1885, tout d'un coup, voilà, en 1904, il arrive. Il arrive tout simplement parce que les gens du Yishuv, les gens de Eretz Israël, particulièrement de la ville de Yafo. Yafo, oui, pas Tel Aviv. Pourquoi pas Tel Aviv, rappelez-moi ? Parce qu'on est en 1904. En 1904, Tel Aviv n'existe pas encore. Tel Aviv existera seulement en 1909, plus tard. Donc les gens de Yafo et du petit quartier de Neve Tzedek, aujourd'hui quartier touristique, pittoresque, très sympathique, des artistes, n'oublions pas que là-bas se sont rencontrés des esprits extraordinaires. Là-bas, ces gens appellent le Rav Kook et viennent lui demander « S'il te plaît, deviens notre rabbin ». Les gens de sa ville, vous imaginez, ils n'étaient pas d'accord. Hein, ils ont dit non, hop, tu sais quoi, on va t'augmenter ton salaire, on va te donner des avantages, ce que tu veux, on va payer toutes tes dettes, machin, mais ne pars pas. Mais l'appel était trop grand. Et donc le Rav Kook part. Il part en Israël. Il part en Israël. Et vous savez, vous allez me dire, bon, d'accord, il est parti en bateau et puis il est arrivé quand il est arrivé. Il n'est pas arrivé quand il est arrivé. Il est arrivé à une date très particulière. La date de son arrivée en Israël, il tient, lorsqu'il descend du bateau, il tient par la main son fils, ce qui deviendra plus tard son successeur, le Rav Tzvi Yehuda. Le petit Tzvi Yehuda, il le tient par la main et lui dit, nous arrivons à une date extraordinaire. Parce que la date où ils arrivent, alors certes, il va dire à son fils qu'à partir de maintenant, c'est une date que nous allons fêter dans notre famille. La date de notre arrivée en Israël, ce n'est pas lui qui a inventé ça, ça vient du Rambam, que le jour où l'homme arrive en Eretz Israël, ça doit devenir un jour de fête pour lui et sa famille, pour toutes les générations qui suivent. Mais il dit, mais pourtant, c'est une date qui était déjà une fête. Et oui, depuis des années, les gens en Israël, à cette date-là, montaient sur la tombe de Shmuel Hanavi, du prophète Samuel, parce que c'était la date de sa Iloula. Mais c'était quand ? Le 28 du mois de Iyar. Le Rav Kook arrive en Israël le 28 Iyar. Le Rav Kook, qui toute sa vie va être ce rabbin qui va nous éclairer sur les lumières du retour du peuple juif sur sa terre, comme de par hasard, il arrive en Israël le jour où bien plus tard, en 1967, ce sera le jour de la libération et la réunification de Jérusalem. Il arrive en Israël, et en Israël, il devient donc le rabbin de Yafo. Yafo et les Moshavot, c'est-à-dire les petits villages qui sont par-ci par-là. Il va y avoir énormément d'histoires qu'on aura le temps de développer par rapport à ce qu'il a fait quand il était à Yafo. Et puis un jour, nous sommes en 1913, et surtout 1914, il est invité. Invité par des petits rabbins, des rabbins pas très connus, comme par exemple le Chafetz Chaim. Il est invité par des petits rabbins, comme on a dit, pas très connus, à une assemblée extrêmement importante, l'Assemblée mondiale de la Agudat Israël, en Europe, pour traiter des sujets brûlants de sa génération. L'émancipation qui a amené avec lui l'assimilation et l'abandon d'une certaine partie de la Torah. Comment faire par rapport à cela ? Et le Rav Kook décide de partir pour expliquer son point de vue. Et là, malheureusement, il est bloqué. Il est bloqué en Europe suite à la Première Guerre mondiale. Il va avoir des grands problèmes au départ parce que, venant de l'Empire russe, il est bloqué dans une Europe qui est contre la Russie et donc il ne sait pas comment ça. Finalement, il arrivera en Suisse. De la Suisse, il partira à Londres. Et à Londres, il sera reçu comme étant le rabbin de la communauté de Marzikei Hadat. Vous allez me dire quelle importance. Deux raisons. D'abord, il a dit, je viens à une condition. C'est que dès que je peux repartir en Israël, je repars. La deuxième chose, et ça c'est le plus important, il va avoir un rôle à jouer. Peut-être que vous le savez, en 1917, les Anglais sont en train de gagner la Première Guerre mondiale. Et surtout, pour ce qui est de la partie Moyen-Orient, ils ont battu l'Empire ottoman. Et tout d'un coup, ils viennent de conquérir la terre d'Israël. Et à ce moment-là, vous le savez, le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, M. Lord Balfour, parce qu'il a passé un accord avec Chaim Weizmann,
est prêt à donner sa déclaration Balfour. Vous imaginez la déclaration Balfour ? C'est-à-dire le moment où l'Empire britannique se voit favorable à l'établissement d'un foyer national juif en terre de Palestine. Mais c'est une révélation extraordinaire. Vous savez, la dernière fois qu'il y a eu ça, c'était dans le Tanakh. Lorsque le roi du monde, le roi de Perse, lorsque Koresh, Cyrus, a fait sa déclaration où il a permis aux Juifs de revenir s'installer en Israël après la destruction du premier temple. C'est-à-dire que c'est une déclaration qui a 2500 ans, 2400 ans d'écart avec la dernière. Mais M. Balfour se dit, bon, avant de faire ma déclaration en public, je vais vérifier, je vais faire un test, je vais faire ma déclaration devant les rabbins de Londres. On verra comment c'est retenu. Et désolé de vous le dire, mais les Juifs de Londres lui disent, mais pas du tout. On n'a pas envie de revenir en Israël, on est très bien ici. On ne veut pas du tout, non, c'est pas une bonne idée. À ce moment-là, un des membres du staff dans le gouvernement britannique est un Juif. Et il lui dit, peut-être que, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais il y a un rabbin qui vient d'Eretz Israël. Il est à Londres en ce moment. Peut-être que ça vaut le coup de lui demander. Et effectivement, Lord Balfour va aller voir le Rav Kook. Et le Rav Kook va lui dire que non seulement c'est très très bien ce qu'il fait, mais c'est la réalisation de la promesse des prophètes. Il n'était pas juif, M. Balfour, mais il était très attaché à la Bible. Et donc il va y avoir la déclaration Balfour, qui va évidemment changer la face du monde. Finalement, le Rav Kook reviendra en Israël. En 1921, il rentre à la maison. Mais cette fois, il ne rentre pas à Yafo. Il a été nommé grand rabbin de Jérusalem et de facto, grand rabbin de Eretz Israël. Et là, il va s'occuper d'autres écrits. Pendant toute la période de Yafo, il écrira ses livres principaux, Orot HaKodesh, Orot HaTorah, Orot HaTeshuvah. Mais lorsqu'il arrive et qu'il revient, il s'occupera des grands livres. Pas les grands livres qui se reflètent l'essentiel de sa pensée intérieure, mais les grands en termes de quantité. Il va commencer un travail énorme qui s'appelle Beur Halacha. Au Beur Halacha, il va essayer tout simplement de réunir, d'expliquer toutes les sougiyot talmudiyot, c'est-à-dire les écrits talmudiques qui parlent de la halacha, et de les amener directement à leur correspondance dans la halacha juive. C'est un travail énorme qu'il n'aura pas le temps lui-même de finir, qui continuera après lui. Et il va surtout créer une yeshiva également. Il va créer la yeshiva de Merkaz Harav. Merkaz Harav a yeshiva à Merkazit à Olamit. En fait, c'est un copier-coller de la yeshiva dans laquelle il a lui-même étudié. Car j'ai oublié de vous le dire, mais c'est fondamental. On avait ouvert avec un enseignement du Natsif de Vologine. Son maître à la yeshiva de Vologine, c'était le Natsif de Vologine, la mère des yeshivot. Il a copié l'ambiance de la yeshiva avec quelques petits ajouts. On étudie comme on étudiait à Vologine, mais on étudiera également le Tanakh. On étudiera également la philosophie et on étudiera également l'histoire pour replacer l'enseignement et le dévoilement de Dieu dans la réalité historique du peuple juif. Telle fut sa vie. En 1935, il part Beginze Meromim, le 3 du mois de Elul, et il n'aura pas la chance de pouvoir nous éclairer sur la réalité concrète de la création d'État d'Israël, et pourtant, il aura été un de ceux qui aura permis à sa réalisation. Quels vont être concrètement son message? Quels sont les enjeux de sa génération? Et pourquoi il a éveillé autant de passion, que ce soit pour ou contre? Eh bien ça, on le verra dans des prochains épisodes. À bientôt tout le monde.